Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la plongée sous-marine, qui est un sport faisant intervenir des phénomènes de pression. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître les propriétés de l'état gazeux, de connaître les caractéristiques d'une force et de connaître la définition de la concentration molaire. Les objectifs de cette vidéo sont de connaître la définition de la pression et savoir comment elle évolue dans un liquide, de connaître la loi de Boyle-Mariotte et savoir l'utiliser, de connaître la loi d'Avogadro-Ampère et de savoir l'utiliser, et de connaître la loi de Henry et de savoir l'utiliser. La plongée sous-marine est une discipline sportive consistant à se déplacer au fond de l'eau pour observer la faune et la flore sous-marine. La plongée est une discipline qui exige de respecter des règles strictes pour être pratiquée en toute sécurité. Tout plongeur doit, avant de réaliser sa sortie, faire un plan de plongée qui reprend les différentes caractéristiques de la sortie qu'il veut effectuer. Nous allons voir le cas d'un plongeur souhaitant réaliser une sortie où il va plonger à 41 mètres et il souhaite y rester une vingtaine de minutes. Notre plongeur va rentrer dans l'eau à 9 heures. Il va partir directement pour atteindre la profondeur de 41 mètres où il va rester environ 21 minutes. Au-delà de ces 21 minutes, il va entamer sa remontée. Il va commencer par monter tout d'abord de 35 mètres et sa remontée doit se faire en un temps minimum de 2 minutes et 20 secondes. Une fois cette remontée effectuée jusqu'aux 35 mètres, il va respecter un palier qui s'appelle le palier décimètre où il devra rester 3 minutes. Au-delà de ces 3 minutes, il va ensuite remonter pendant un temps au minimum de 30 secondes jusqu'au palier de 3 mètres, où là, il va rester 22 minutes. Et une fois les 22 minutes écoulées, il pourra alors rejoindre la surface en un temps minimum de 30 secondes et sortir de l'eau. Il aura donc effectué une sortie d'environ 50 minutes, où il aura passé environ 20 minutes à la profondeur souhaitée, ici 41 mètres, et il aura passé ensuite 30 minutes pour remonter des 41 mètres jusqu'à la surface. Durant sa sortie, notre plongeur va subir des phénomènes de pression dus à deux effets chimiques. Tout d'abord au liquide, l'eau, qui va être un effet en lien avec la profondeur, puis l'effet dû au gaz inspiré qui va se dissoudre dans son sang. Avant de voir les phénomènes qu'ils engendrent, nous allons définir ce qu'est la pression et la force pressante qui est en lien direct avec la pression. Pour mettre en évidence la force pressante, nous allons utiliser une seringue avec sur une des extrémités une membrane en plastique souple. Cette seringue contient de l'air. L'air est un gaz et tout gaz peut être considéré comme des particules qui se déplacent dans toutes les directions de l'espace et qui tapent sur les parois. Si nous diminuons le volume de la seringue, nous constatons que la membrane souple se bombe vers l'extérieur. Ici, nous mettons en évidence la force pressante, car si la membrane souple se bombe, c'est que les molécules de gaz contenues dans la seringue tapent plus fortement sur les parois de la seringue, ce qui a pour effet cette courbure de la membrane. La force pressante est définie comme étant la force exercée par un fluide, c'est-à-dire un liquide ou un gaz, sur les parois du récipient qui le contient. Elle a les caractéristiques suivantes. Donc, elle est appliquée au centre de la surface pressée. La direction est perpendiculaire à la paroi. Son sens est vers la paroi et nous la notons grand F. Nous pouvons représenter sur un schéma ici. Nous avons un récipient fermé contenant des molécules de gaz. Ces molécules se déplacent dans toutes les directions de l'espace, tapent sur les parois. La force pressante globale sera donc orientée dans ce sens sur cette paroi, dans ce sens et dans ce sens. La définition de la force pressante va nous permettre maintenant de définir la pression. Donc, nous considérons un gaz exerçant une force pressante de valeur grand F qui s'exprime en newton sur une portion de paroi de surface S exprimée en mètres carrés. La pression exercée par le gaz qui va s'exprimer en pascal est alors définie par le rapport P est égal à F sur S. Donc si nous avons une surface ici grand S,
que nous avons une force pressante exercée ici vers le bas. Le rapport F sur S, avec F la norme de la force, correspond à la pression exercée sur cette paroi. Et la pression se mesure avec un manomètre. Dans le système international, l'unité de pression est le pascal, mais nous allons voir qu'il existe d'autres unités. Par exemple, le bar. Donc la correspondance est que 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal. Il existe également l'atmosphère. Une atmosphère est égale à 1013 hectopascal ou 101 325 pascal. Cette valeur étant la valeur de la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression qu'exerce l'air qui nous entoure au niveau du sol. Il existe également le millimètre de mercure, qui est aussi appelé torr. 1 mm de mercure vaut 133,3 pascal. Nous avons dit précédemment que le plongeur allait subir l'effet de la pression due au liquide lorsqu'il allait descendre dans l'eau. Nous allons voir comment évolue cette pression dans le liquide en prenant une éprouvette graduée, en plaçant un tube souple relié à un manomètre, ce qui va nous permettre de mesurer la pression au fond de l'éprouvette. Nous ajoutons de l'eau dans l'éprouvette et nous constatons que la valeur de pression lue sur le manomètre augmente progressivement. Donc la pression dans un liquide a pour relation, donc à une profondeur petit z dans un liquide, la pression est donnée par la relation P égale P0 plus ρ Gz, avec donc P et P0 les pressions, P0 étant la pression à une altitude z égale 0, qui s'exprime en pascal, ρ la masse volumique du fluide qui s'exprime en kg par mètre cube, G l'intensité de la pesanteur qui s'exprime en newton par kilogramme, et enfin Z la profondeur dans le liquide qui s'exprime en mètres. Nous allons voir une application en calculant la pression et la force pressante exercées sur un plongeur à la surface de l'eau et à une profondeur de 41 mètres. Nous cherchons à déterminer la pression en fonction de la profondeur. Nous utilisons donc la formule P égale P0 plus ρGz avec donc P0 la pression atmosphérique qui vaut 1,01 10 puissance 5 pascal, ce qui correspond donc ici à la pression à une profondeur de 0 m, donc à la surface de l'eau. La masse volumique de l'eau de mer est ρ mer égale 1,03 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. L'intensité de la pesanteur est petit g est égale à 9,81 Newton par kilogramme. Et la profondeur du plongeur sera de z égale 41,0 mètres. Nous remplaçons les valeurs numériques dans cette formule et nous obtenons P est égal à 1,01 fois 10 puissance 5 plus 1,03 fois 10 puissance 3 fois 9,81 fois 41,0, ce qui nous donne comme résultat, nous gardons trois chiffres significatifs ici car nous en avons 3 à chaque fois, P égale 5,15 fois 10 puissance 5 pascal. Si nous convertissons cette valeur en bar, nous savons que 10 puissance 5 pascal correspond à 1 bar. Nous avons donc ici 5,15 bars. Nous pouvons également donner ce résultat en atmosphère en divisant cette valeur par 1,01 10 puissance 5 pascal, ce qui nous donne ici 5,1 atmosphères. Une fois la pression obtenue, nous allons maintenant voir quelle est la force pressante exercée sur la surface du corps du plongeur. La formule de la pression est P est égal à F sur S. Donc si nous voulons F, il va falloir passer la surface de l'autre côté, ce qui nous donne F est égal à P fois S. Nous allons donc considérer tout d'abord une pression P0 égale 1,01 10 puissance 5 pascal. Et nous allons travailler avec une surface qui est de 1 cm² ou 1,0 10 puissance moins 4 mètres carrés, c'est-à-dire que nous considérons un carré de 1 cm de côté à la surface du plongeur. Le calcul sera F0 égale 1,01 10 puissance 5 fois 1,0 fois 10 puissance moins 4, ce qui nous donne une force pressante qui est de 1,0 10 puissance 1 Newton, donc 10 newtons. Pour comprendre quel est l'effet de cette force pressante, nous allons supposer qu'elle est équivalente à la force exercée
par un objet déposé à la surface ici de ce carré de 1 cm. Donc si nous considérons un objet posé à la surface, nous allons donc déterminer sa masse. Donc nous considérons que en gros cette force est un poids, donc F0 est égal à M0 fois G. Donc nous pouvons en déduire la masse correspondante en faisant M0 est égal à F0 sur G, ce qui nous donne ici une masse de 1 kg. Donc ça veut dire que un plongeur, donc toute personne qui se trouve à la pression atmosphérique, à la surface de la Terre, subit sur son corps l'effet d'une force pressante correspondant à 1 kg exercé sur chaque centimètre carré du corps. Si maintenant nous nous plaçons à une profondeur de 41 mètres, donc à une pression P qui est de 5,15 10 puissance 5 pascal, dans ce cas, toujours sur la même force, nous allons avoir une force F qui sera de 5,2 10 puissance 1 newton, ce qui correspond à une masse posée sur chaque centimètre carré qui est de 5,2 kg. Nous constatons donc que en augmentant la profondeur, donc ici en passant de 0 à 41 mètres, la masse exercée sur chaque centimètre carré du corps a été multipliée par 5,2. Le plongeur va également subir des phénomènes de pression en lien avec le gaz qu'il absorbe. La quantité de gaz qu'il va absorber va évidemment dépendre du volume des poumons et nous allons voir quel est justement le lien entre le volume des poumons et la pression exercée sur le plongeur. Pour illustrer ce phénomène, nous allons placer dans une cloche à vide un ballon légèrement gonflé et un manomètre. Nous fermons la cloche à vide et nous aspirons l'air de la cloche pour générer un vide partiel. Nous constatons que la pression dans la cloche diminue et que le ballon se gonfle. Si nous effectuons l'opération inverse en rajoutant de l'air dans la cloche, cette fois, nous observons que la pression remonte et le volume du ballon diminue. Ce phénomène a été observé et interprété par deux physiciens de manière indépendante, tout d'abord par le physicien anglais Robert Boyle et par le physicien français l'abbé Edmé Mariotte, d'où le nom de la loi entre la pression et le volume qui se nomme loi de Boyle-Mariotte. La loi de Boyle-Mariotte nous dit que, à température constante et pour une quantité de matière donnée de gaz, le produit de la pression P par le volume V de ce gaz ne varie pas. Nous avons donc la relation P fois V qui est égale à une constante. Nous allons voir une application de la loi de Boyle-Mariotte avec le cas de la surpression pulmonaire. Nous avons vu précédemment qu'à une altitude de Z égale 0 m, nous avons une pression qui est de 1,01 10 puissance 5 pascal et qu'à une profondeur de 41 mètres, la pression est de 5,15 10 puissance 5 pascal. Si maintenant nous nous trouvons à 41 mètres et que l'on absorbe un volume de 1 litre d'air, puis que l'on remonte à la surface en bloquant la respiration, alors dans ce cas, si l'on applique la loi de Boyle-Mariotte, nous aurons P1 fois V1 égale P0 V0. Donc nous avons un volume initial qui est V1. Nous savons que la pression, quand nous nous trouvons à 41 mètres, est de P1 égale 5,15 10 puissance 5 pascal. La pression à l'arrivée sera P0. Nous cherchons donc le volume V0. Nous avons donc V0 qui est égal à P1V1 sur P0. Nous remplaçons par les valeurs numériques. Nous avons donc la relation suivante, ce qui nous donne comme résultat un volume de 5,2 litres. Le volume d'air a donc été multiplié par 5,2. Cet air qui est bloqué dans les alvéoles des poumons gonfle et donc le volume augmente fortement, ce qui a pour effet de déchirer les alvéoles,
C'est ce que l'on appelle un barotraumatisme, c'est-à-dire un traumatisme du corps dû à des phénomènes de pression. La loi de Boyle-Mariotte se place dans le cas d'une quantité de matière de gaz donnée. Mais quel est le lien entre quantité de matière de gaz et volume du gaz? Ce lien a été établi par un physicien italien, Amedeo Avogadro, et par un physicien français, André-Marie Ampère, d'où le nom de la loi correspondante qui se nomme loi d'Avogadro-Ampère. La loi d'Avogadro-Ampère nous dit que il y a toujours la même quantité de matière dans des volumes égaux de gaz différents, pris dans les mêmes conditions de température et de pression. La loi d'Avogadro-Ampère permet de définir ce qu'on appelle le volume molaire. Le volume molaire, noté Vm, est le volume d'une mole de gaz. Il est indépendant de la nature du gaz, d'après la loi d'Avogadro-Ampère. Par contre, il dépend de la pression et de la température. Par exemple, à la pression atmosphérique et pour une température θ qui vaut 0 degré Celsius, le volume molaire est de 22,4 litres par mol. Si nous plaçons par contre toujours à la pression atmosphérique mais à une température θ qui vaut 20 degrés Celsius, cette fois, le volume molaire est de 24,0 litres par mol. Connaissant le volume molaire, nous allons maintenant pouvoir déterminer simplement la quantité de matière d'un gaz. On la détermine avec la relation petit n est égal à V sur Vm, où n est la quantité de matière exprimée en mol, V le volume du gaz exprimé en litres, et Vm le volume molaire du gaz exprimé en litres par mol. Nous allons voir une application en déterminant la quantité de matière de dioxygène inspirée par une personne restant à la surface pendant que d'autres sont partis faire de la plongée. Et nous avons besoin tout d'abord du débit d'air inspiré à la surface. Ce débit est D égale 15 litres par minute. Nous avons besoin de la durée de la plongée, ici qui est ΔT égale 50 minutes. Et nous avons besoin du pourcentage de dioxygène dans l'air qui est de 21%. Avant de déterminer la quantité de matière de dioxygène, nous allons déterminer la quantité de matière d'air. Donc nous avons besoin du volume d'air inspiré. Pour obtenir ce volume d'air inspiré, nous allons faire VR qui est égal à D fois ΔT, ce qui nous donne un volume de 750 litres. Une fois le volume connu, nous pouvons utiliser la relation NR est égal à VR sur Vm. Dans notre cas, le volume molaire sera ici de 24,0 litres par mol. Nous pouvons donc appliquer la formule pour obtenir ici 750 sur 24,0, ce qui nous donne une quantité de matière d'air de 31,3 mol. Une fois la quantité de matière d'air connue, nous savons que parmi ces 31,3 mol d'air, 21% correspondent à du dioxygène. Donc nous pouvons obtenir la quantité de matière de dioxygène en faisant NR fois 0,21, qui correspond ici au pourcentage de dioxygène dans l'air. Nous obtenons donc cette fois 31,3 fois 0,21, ce qui nous donne 6,6 mol d'air inspiré pendant les 50 minutes que dure la plongée. Pour finir, nous allons voir pourquoi le plongeur a dû respecter deux paliers, un à 6 mètres et un à 3 mètres, où il a dû rester un certain temps avant de pouvoir rejoindre la surface. Ces paliers sont directement liés à la solubilité d'un gaz dans un liquide, et la loi correspondant à cette solubilité a été établie par un physicien anglais du nom de William Henry. Cette loi, qui porte son nom, nous dit que la concentration d'un gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression du gaz au-dessus de ce liquide. La relation est donc P gaz est égal à KH fois C gaz, avec ici KH qui correspond à la constante de Henry du gaz, qui va dépendre notamment de la nature du gaz et de la température. Nous allons voir une application de la loi de Henry en justifiant la présence de ces paliers de décompression. Avant de voir les paliers, donc au début le plongeur part de la surface de l'eau jusqu'à une profondeur de 41 mètres, donc dans ce cas c'est la descente. Il y a donc la pression due au liquide qui augmente. Cela a donc un effet sur la dissolution du gaz dans le sang. D'après la loi de Henry, la concentration en gaz dissous dans le sang va donc augmenter.
Donc dans ce cas, le gaz se dissout dans l'organisme du plongeur. Une fois au fond et après avoir passé un certain temps, le plongeur doit remonter et c'est là où il va devoir respecter donc des paliers de décompression car au moment de la remontée, cette fois, la pression va diminuer. Nous allons donc avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire que la concentration en gaz dans le sang va diminuer et nous allons avoir deux cas possibles. Le gaz va sortir de l'organisme du plongeur, soit si la pression diminue lentement, dans ce cas, il y aura formation de microbules dans le sang, et dans ce cas, les bulles vont s'évacuer de manière naturelle au niveau des poumons. Soit la pression va diminuer très rapidement, dans ce cas-là, le plongeur est remonté très vite, et donc il va y avoir formation de grosses bulles dans le sang. Le problème de ces grosses bulles, c'est qu'elles ne vont pas pouvoir être évacuées au niveau des poumons, et elles vont obturer les vaisseaux sanguins. C'est ce que l'on appelle un accident de décompression, qui peut aboutir à un accident vasculaire cérébral ou à la mort. Donc, c'est la raison pour laquelle, lors d'une remontée, il faut respecter des paliers de décompression avec une certaine vitesse de remontée, puis s'arrêter à certains paliers pour qu'on ait la pression qui augmente lentement, puis ensuite pouvoir évacuer les petites bulles formées au niveau des poumons. Le phénomène qui se produit lors de la remontée peut être illustré en mettant de l'eau gazeuse dans une seringue. Si l'on augmente le volume de la seringue, alors la concentration en gaz dans le liquide diminue fortement et nous avons apparition de bulles.